Hello, hello. Je Salut. m'appelle Kevin Jourdan. Je suis avec Milan. Salut Milan. Ouais, salut Kevin. La forme? Ouais, grave. Bon, t'es chaud pour ce premier petit épisode là? Bah, c'est toujours un petit peu de stress sur le premier, on va voir ce que ça donne, mais le sujet est passionnant, on a un petit peu bossé, ça peut être super cool, donc feu, j'ai envie de dire. Eh ben allez. En plus, bon, il faudra qu'on bosse une intro, mais en guise de première intro, ce petit podcast, il va s'appeler No Code and Money 101 et on va parler de No code and money. money. Voilà. L'objectif, c'est de se pencher sur la question un petit peu. Peut-être, est-ce que c'est la question taboue? On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais concrètement, la question c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec des projets no-code? Et bah, je vais te laisser te présenter Milan parce que ça va être toi la star du no-code dans cet échange, mais ça va permettre un petit peu de savoir pourquoi on a décidé de faire ce podcast ensemble. Donc vas-y, je te passe la parole pour te présenter, on enchaîne après. D'accord, du coup, moi je fais le no code et toi tu fais l'argent, en fait, c'est ça, dans nos échanges, parfait. On inverse quand tu veux aussi, c'est bon. Bah, alors du coup, ouais, moi c'est Milan. Je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle No Code Station, dont l'objectif en fait est de faire de l'éducation au no code. Je pense que probablement vous en avez déjà entendu parler. C'est un sujet qui est en train vraiment de buzzer, on va dire à partir des années 2000, mais qui s'est construit en fait bien avant et dont l'objectif au final est de construire des applications, des sites internet, des logiciels sans avoir à coder. Donc c'est une vraie révolution parce que quand on parle de technique, souvent on doit faire appel en fait à un CTO, un développeur. Et en fait aujourd'hui, bah, vous avez enfin la possibilité d'avoir en fait des logiciels qui vous permettent de créer ça assez facilement et assez rapidement et surtout sans avoir de notion de code. Donc, bah, ça nous a amené au final avec Kevin à pas mal réfléchir parce que bah, on a une aventure entrepreneuriale tous les deux qu'on va peut-être pouvoir détailler un peu par la suite. Mais finalement, on n'était pas développeurs en fait à l'origine et on a eu plusieurs boîtes, on a monté plusieurs projets de tech plus ou moins compliqués et on n'a jamais eu besoin de code. Et c'est vrai que c'était un monde qui nous parlait plutôt pas mal, donc on avait envie finalement d'essayer de faire une petite rétrospective, de voir ce qu'on avait appris et de ce qu'on avait envie de voir de ce monde du no-code, et puis surtout de le mettre en rapport avec un sujet que tu as évoqué, probablement peut-être encore un petit peu tabou. Je sais pas, j'ai l'impression que les langues se délient un petit peu plus, mais c'est vrai que toute la question de l'argent, même si c'est quelque chose de peut-être un peu moins tabou sur les startups, toutes les boîtes au final qui démarrent avec du no-code, c'est quelque chose sur lequel il y a peut-être pas toujours une opacité et une transparence et qui fait que ça reste assez intriguant. Et puis on voulait s'intéresser à savoir finalement comment est-ce qu'on pouvait rentabiliser des sites internet ou des applications mobiles qui seraient faits en no-code et de savoir si finalement la grande problématique c'est ça, est-ce que c'est un vrai changement de paradigme ou on peut faire les choses un petit peu différemment. Donc voilà, c'est un peu le sujet qu'on a pensé pour ce premier épisode de No Code and Money. Alors, 101, finalement, on avait choisi 101 parce que c'est un peu toutes les bases qu'il faudrait connaître, qu'il faudrait savoir. Nous, on va surtout arriver, je pense, dans un premier temps, Kevin, à essayer de se poser des questions et répondre au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure de ces épisodes, si ça vous plaît bien, à pouvoir essayer bah, d'aller plus profondément sur les sujets et de les traiter peut-être un par un. Kevin, tu veux te présenter aussi, peut-être ajouter sur ce que j'ai dit? Ben ouais, carrément. Alors c'est vrai on s'est préparé une petite liste de sujets sur lesquels nous on a déjà super envie d'échanger par rapport à nos parcours respectifs. Mais c'est certain que ça va être super excitant de voir aussi un petit peu les sujets qui peuvent intéresser les personnes qui vont écouter tout ça. Et ça sera très cool de les voir venir et de se poser dessus et de réfléchir parce qu'il y en a probablement certains qui vont complètement nous challenger auxquels on n'a pas du tout pensé. Et c'est Carrément. l'objectif de parler de ça, hein, de virer justement ces tabous. Donc pour préciser, moi je m'appelle Kevin Jourdan, je suis le cofondateur de dotmarket.eu. Dotmarket.eu, c'est une plateforme qui facilite l'achat-vente d'actifs digitaux. Et dans ces actifs digitaux, il y a bien entendu la grande majorité qui sont des sites internet, sites de contenu, sites e-commerce, sites de dropshipping. Mais en réalité, ça couvre aussi des projets type SaaS, type marketplace, newsletter, même podcast. Et
Et depuis quelques mois, aussi des projets qu'on qualifie no-code, dans le sens où ils ont été créés sur des technologies no-code. Alors, on pourra revenir tout à l'heure sur la définition du no-code, Milan, parce que bon, personnellement, à la base, je suis éditeur de sites internet et j'ai toujours développé mes sites sur WordPress. WordPress, c'est du no-code pour moi. On est d'accord? Alors, je sais que c'est très, très challengé dans la communauté. On pourra y revenir. Je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord. On Mais, fera un débat là-dessus. ouais, je pense qu'on pourrait faire même tout un épisode sur WordPress et tout l'apport que ça a eu finalement sur d'autres projets no-code. Carrément. Exactement. Donc voilà, donc cofondateur de cette plateforme et à la base, pourquoi on rigolait tout à l'heure sur la partie no code et money. Et en réalité, on a tous les deux des choses à dire sur les deux sujets. Mais c'est vrai que mon parcours à la base, c'est de l'édition de sites internet sur WordPress uniquement. Je me suis jamais mouillé dans d'autres technologies en réalité, et avec un vrai focus qui a été donné sur ces dernières années sur la partie référencement et monétisation, qui sont au final, et pareil, tu me corrigeras, Milan, hein, c'est le but, c'est de se challenger là-dessus, mais qui est un peu aussi la vision que quelqu'un de plus néophyte en no-code comme moi peut avoir, qui est, ça pourrait faire un épisode entier aussi, je pense. Concrètement, est-ce que le no-code est compatible avec le référencement? Et on va en parler tout à l'heure. Est-ce que no-code et monétisation, ça va ensemble? Est-ce qu'il y a des spécificités? Voilà, on va creuser un petit peu tous ces sujets. Ok, super. Finalement, moi, j'ai une première question à te poser. Donc, avec ta plateforme, avec Dot Market, tu as dit que tu as déjà vu en fait quelques projets dits no-code. En fait, tu as pu voir passer ça. Enfin, on l'a pas dit, mais effectivement, tous les deux, on est éditeur également d'une newsletter. Alors, toi, sur ton domaine, sur la revente de sites internet et que je vous conseille, qui est vraiment génial à lire et sur lequel on apprend pas mal de tips. Et moi-même, en fait, j'ai une newsletter que je sors du coup aussi une fois par semaine, comme toi, sur les produits, les projets no-code et en fait le mindset du no-codeur. Euh, et euh, et est-ce que c'est des choses, toi déjà, pour rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet, pourquoi finalement, alors ça t'intéresse finalement sur ton business de ces projets no-code parce que c'est des choses que tu vois passer en fait plus régulièrement sur Dot Market? Bah ouais, c'est certain. En fait, quand tu bosses dans le domaine de l'achat-vente de business digitaux, il y a toujours il y a toujours une sorte de fond de roulement de business, tu vois, qui sera toujours là. Et c'est justement les sites WordPress, les sites PrestaShop, les sites Shopify, etc. D'ailleurs, parce que Shopify est du no-code, on pourra pareil, tu vois, il y a plein de débats. Concrètement, ça, c'est la base de ce qu'on voit au quotidien. Et ce qui est super intéressant quand on est au cœur, tu vois, des business en audit, on en voit passer, ça commence à grimper. Ça fait pas très longtemps qu'on est là en réalité avec Dot Market, mais quand même le volume de sites qui est soumis à valorisation et parfois audit et puis parfois jusqu'à process de vente, il commence quand même à grimper au fil du temps. Et ce qui est amusant, c'est de voir justement qu'est-ce qui arrive le plus. Alors, vu que je suis issu du monde de l'édition de sites, c'est certain que ce qui arrive le plus, c'est des sites de contenu. Mais on commence à voir arriver des assets du type newsletter, des assets du type marketplace, des assets du type projet no-code. Et projet no-code, j'en ai un en tête, par exemple, qui est passé. C'était un job board. Job board, Ok. et il me semble que c'était créé sur Webflow. Je ne vais pas te dire de conneries parce que ça remonte à il y a quelques mois. Mais c'est un des premiers qu'on a vu passer et c'était assez intéressant. Il n'y avait pas de monétisation. Enfin, s'il y avait une monétisation, c'était du sponsoring. Et le site est parti, c'était un site anglais, il est parti en réalité en direct par une autre communauté euh, job board, remote. D'ailleurs, Ok. souvent, hein, remote et job board, remote, job board, no code, c'est un peu des keywords qui vont ensemble. Donc, on Qui vont commence à sortir. en voir. Voilà, on commence à en voir. Et la vraie question qui se pose, c'est que beaucoup des projets no code qui sont envoyés, et ben souvent, c'est des projets qui, tu vois, l'idée, elle est bonne, mais par contre, le business, il tourne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui est gagné avec. Et c'était un des premiers chats qu'on a eu à l'époque. C'est concrètement, c'est sympa de faire des projets cool, mais après, comment tu gagnes de l'argent avec? Et bah, c'est ce qui nous a amené ici à Ouais. No Code and Money, quoi. Bah, je pense au final, tu as hyper bien introduit la problématique. Aujourd'hui, finalement, moi, la manière dont je vois les choses, et on en a discuté, tu vois un peu les choses de la même manière. Finalement, si le code
je mets vraiment des guillemets, hein, n'est plus un problème et que tu as la possibilité de créer des projets assez facilement et rapidement, du coup, forcément, tu vas avoir une sorte de déferlante de personnes qui vont créer plein de petits business ou en tout cas qui vont tester. La réalité, c'est que ça, c'est forcément quelque chose qui n'est pas pérenne. Et finalement, la grosse question, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des projets no-code qui ne vont pas vers la monétisation. Est-ce que c'est parce que finalement, la plupart des gens avaient juste envie de se créer un petit peu quelque chose de pratique pour eux et puis pas forcément l'envie de le monétiser, parce que c'est vrai que tout ne doit pas forcément se monétiser, ou est-ce que c'est parce que il y a un mindset qui est différent? Je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu fais du code, c'est tellement dur que tu as une charge mentale qui est complètement focus à 100% sur la création de ton produit. Le code, c'est très difficile et je pense que c'est difficile du coup de s'intéresser à ce qui se passe en amont, c'est-à-dire toute la partie un peu stratégie, donc stratégie commerciale, peut-être le référencement, quels mots-clés tu vas utiliser, et ensuite, ce qui se passe ensuite en aval, c'est-à-dire comment est-ce que je vais bien communiquer sur mon site pour le faire connaître. Finalement, est-ce qu'on ne serait pas face à certaines personnes qui continuent de penser un peu comme un développeur alors qu'ils ne sont entre guillemets que no codeurs et qui ne prennent pas finalement toute la chaîne de valeur qu'ils devraient prendre en main. Finalement, est-ce que c'est pas une question de mindset? Et Ah, c'est vrai que sûr. c'est hyper difficile finalement d'avoir toute cette chaîne de valeur. Hein. C'est pas tellement une critique. Je pose plus la question de savoir est-ce qu'il faudrait mieux pas essayer finalement en tant que no-codeur de prendre toute la chaîne de valeur pour donner plus de sens et plus de valeur à son produit. Et ça me donne envie de te raconter une anecdote de quand je bossais encore aux Philippines dans une boîte qui faisait des programmes minceurs sur Internet. Et à l'époque, le no-code, ça n'existe pas. Hein, je te parle de 2010. Enfin, ça n'existe pas en tant que tendance, parce qu'en réalité, Ouais. on a vu finalement, il y a plein de choses qui étaient déjà du no-code. J'ai même vu l'autre jour une discussion sur le fait que Dreamweaver était déjà du no-code à l'époque. Ouais, carrément. C'est les prémices. Ouais. Voilà, donc, mais c'était pas verbalisé, quoi. Il n'y avait pas un nom sur ça. Mais je me rappelle qu'à l'époque, on avait toujours ce débat en interne, et je l'ai eu même dans mes premières boîtes, qui d'ailleurs ont toutes foiré principalement à cause de ça. Ce décalage qu'il pouvait y avoir entre ma vision marketing monétisation et la vision du développeur avec qui j'allais bosser, qui était très axée il faut qu'on développe quelque chose, il faut qu'on le développe ultra bien, tu vois, le lean, on s'en fout parce que le code, il faut que ça soit propre, sinon ça fonctionne pas, etc., etc. Et en fait, ce décalage, moi, j'ai la sensation qu'il a toujours existé. Il y a toujours eu un décalage entre les makers, les créateurs, tu vois, ceux qui sont capables de mettre les mains dans le cambouis et de créer quelque chose en partant de zéro, et les mecs comme moi qui, en fait, sont pas foutus de créer quelque chose à part un site WordPress, mais par contre, qui peuvent passer leur temps à réfléchir à comment on va gagner de l'argent et comment on va développer ça. Sauf que si tu fais pas les deux, bah en fait, au bout d'un moment, ça bloque, quoi. Tu peux pas juste créer le produit et pas le marketer. Et à l'inverse, tu peux pas juste marketer un truc qui n'existe pas. Et tu penses du coup qu'avec avec le no-code, c'est des choses qui vont faire que il y a des personnes qui vont réussir à prendre à la fois le côté maker et marketeur, ou que finalement, entre guillemets, le no-code n'apporte pas tellement grand-chose en plus et que les dichotomies vont bien rester entre le maker, celui qui va vraiment effectivement créer le produit, et le marketeur qui va être là pour vendre le produit. Est-ce que les makers doivent se mettre à faire du marketing et les marketeurs à devenir makers? Je pense que dans le cas de justement du no-code, tous ceux qui font du marketing vont s'y mettre énormément. La question, c'est de savoir est-ce que les makers, alors en fait, qui y a dans les makers? Il y a des gens qui font du no-code, mais il y a surtout en fait surtout beaucoup de développeurs en fait à l'origine. Hein. C'est Mmh. plutôt ça Bien qu'on sûr, appelle ouais. les makers.
les premières communautés de makers, c'est pas du no-code. C'est des gars qui sont capables d'aller dans le dur et de bosser Ouais. des heures pour sortir un truc. Je pense qu'il y a deux aspects. Alors déjà, je te l'ai déjà exprimé, mais tu vois, pour moi qui suis pas issu du domaine du no-code, au-delà de WordPress, encore une fois, je vais insister là-dessus, tu vois, mais c'est l'ultime no-code sur lequel j'ai été capable de mettre mes mains. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que vraiment dans nos débats, vous allez voir, moi je peux pas apporter, je vais forcément apporter une vision critique ou très terre à terre sur la partie no-code. Donc Milan, tu es là clairement pour aussi rentrer dedans et me montrer que les no-code, c'est pas que ça. Mais c'est pour dire que pour moi, le no-code, néophyte, le no-code, je vois pas forcément la différence avec du code. C'est-à-dire que je sais très bien que je suis pas capable de faire du code, d'apprendre les langages, d'apprendre tout ce qui va avec. Mais la réalité, c'est que je suis pas plus capable de créer un projet en no-code. C'est tout aussi, ça demande les mêmes skills d'association, d'aspects techniques. Alors oui, peut-être qu'ils sont moins techniques, peut-être qu'ils sont plus simples à comprendre, mais la réalité, c'est que pour moi, le no-code, ça reste une forme de code qui me dépasse. Donc, je pense pas qu'en tant que marketeur, si je dois me qualifier plus marketeur, le no-code va vraiment me permettre de passer un cap de ouf dans ma capacité à créer des projets solo. Je pense que ça peut aider et ça peut aider des personnes qui vont être un peu plus à l'aise avec ça. Mais ça va pas non plus révolutionner la capacité de gens qui ont zéro skills tech à développer des projets de zéro. Et de la même manière, c'est pas parce que le no-code va du coup peut-être permettre de développer des choses plus vite pour des makers qui vont y passer moins de temps, que pour autant, ils vont trouver soit les compétences, soit le kiff de s'attaquer à la partie marketing. Ouais, alors, il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. Je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ta vision. Genre, moi, j'y connais rien, je fais du market et du coup, je vais pas savoir, en fait, gérer un produit en no-code. Ce qui est finalement, pour démarrer, tu vois, je pense à une application comme Glide. En vrai, tu sais utiliser Google Sheet. Mmh. C'est un logiciel, finalement, un tableur assez simple que tout le monde sait utiliser. Je te mets sur Glide, je suis prêt à parier que normalement, en 15 minutes, tu vas avoir compris comment faire ton application et comment l'utiliser. Et en fait, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes. Il s'avère que toutes les applications no-code ont fait en sorte, alors, de mettre en place une interface qui soit justement extrêmement simple et compréhensible pour être vraiment au-dessus. C'est une couche vraiment supérieure du code. Et en réalité, alors en tout cas pour la partie front, on va dire que c'est du PowerPoint. Tu mets des éléments et puis tu les agences. Après, effectivement, il y a une partie un peu plus complexe qui va être tout ce qu'on appelle le back-end. Donc c'est ce qu'on ne voit pas. Donc là, effectivement, il va falloir s'attaquer. Et encore, je mets des guillemets, s'attaquer. Il va falloir faire en sorte de comprendre ce que c'est que le CRUD, donc en fait juste la base de données pour créer un élément, le supprimer, le mettre à jour, etc. Et ensuite comprendre un peu le mécanisme de ce que c'est qu'une API. Et finalement, pour comprendre une API un petit peu facilement, tu peux utiliser des outils comme Zapier. Je crois qu'à DocMarket, vous utilisez par exemple Zapier. Donc, au final, si demain, tu n'es effectivement pas capable de créer peut-être un produit de A à Z, euh, tu pourrais carrément, alors peut-être qu'il faudrait un petit peu de formation pour t'y mettre, mais la barre est beaucoup, beaucoup moins haute qu'elle ne l'était il y a quelques années quand tu devais développer toi-même ton projet. Donc T'as raison. là, Et c'est vrai que sur .market, si on peut prendre cet exemple, parce que c'est un bon exemple de mix, parce il y a du dev et il y a du no-code. D'ailleurs, no-code qui a été fait par Louis et Clément de chez Evodev, que tu connais c'est aussi. vrai. Ouais. Voilà, il y a du Pipedrive, il y a du Outgrow, il y a du Zapier qui est en place, le tout développé sur une techno que j'ai pas envie de la nommer parce que je veux pas faire de la pub, mais qui est aussi une techno. Je veux pas lui faire de la pub parce que voilà, mais bon, mais qui est aussi une techno plus ou moins no code. Mais tu vois, chez nous, c'est Mayan, mon associé, qui est plus issu du domaine tech. Elle s'en sort très bien avec tout ça. Moi, je fais peut-être, tu vois, c'est peut-être ça l'ouverture que je voulais faire. Peut-être que finalement, c'est une question un peu générationnelle aussi.
moi qui ai grandi dans l'entrepreneuriat avec cette distinction entre marketing et code, aujourd'hui, le no-code, il n'arrive pas forcément à enlever tous mes biais en termes de perception de ce que ça représente. Mais par contre, peut-être que et j'en suis persuadé en réalité, c'est pas du tout un peut-être, pour une nouvelle génération d'entrepreneurs, des gens qui débarquent et qui ont accès aux deux à la fois, là, ouais, c'est révolutionnaire parce que du coup, tu as à la fois la possibilité de créer plus vite et d'apprendre plus vite et la capacité à apprendre tout le reste. Et probablement que c'est juste moi qui suis un peu vieux jeu et qui voit une technologie no-code et mon cerveau, il bug pareil que si tu me mettais une liste de code devant moi, quoi. Ouais, après, je pense que c'est pas parce que c'est no-code que c'est facile. C'est sûr que l'appréhension pour se mettre dedans, c'est vraiment simple pour pas mal d'outils. Mais la réalité, c'est que pour autant, c'est pas pour autant que tu vas devenir UX designer. C'est pas parce que tu as une bonne idée et que tu es capable de la créer tout de suite que tu vas être un marketeur incroyable. Il y a tellement de choses à voir dans un site internet, dans une application ou dans toute application no code, que c'est pas parce que tu as la possibilité de le faire que tu vas forcément très bien le faire. Et c'est là finalement la vraie distinction qu'il peut y avoir. C'est que si certes tu as la possibilité de le faire, tu vois, en tant que maker, ou même en tant que marketeur, tu as la possibilité de créer des applications no code, il restera probablement cette distinction parce que est-ce que tu peux vraiment être aussi bon dans les deux domaines? C'est cette question qui se pose. C'est peut-être celle qu'on voulait aussi évoquer. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer finalement de notre expérience aussi au fur et à mesure des questions qu'on évoquera là et puis sur d'autres émissions. Qu'est-ce qu'on peut retirer de notre expérience ou de notre veille, de ce qu'on voit pour se dire que peut-être il y a quand même quelques tips, quelques astuces, quelques patterns qu'on voit revenir assez régulièrement et qu'on pourrait prendre en main lors de la création d'une application et potentiellement le revendre sur ta plateforme en plus. Exactement. Mais une fois que ça génère du chiffre, donc il va falloir rebasculer sur la partie monétisation. Mais tu as raison, il y a peut-être un point. Tu l'as lu aussi le bouquin The Lean Startup, il me semble. Ouais. Ok, bah tu vois, cette notion de MVP, je me rappelle les premiers MVP qu'on a essayé de créer à l'époque sur une autre boîte et qui étaient 100% en code, bien entendu, à l'époque. C'était très compliqué de sortir un MVP quand toi-même tu connais rien en code et qu'il faut que tu expliques à un développeur toute ta vision et qu'en même temps, en plus, tu essayes de lui faire comprendre la perception de sors-moi juste un MVP. Mais le gars, il dit attends, le MVP, ok, mais vu ce que vous avez en tête derrière, je vais pas recoder 12 fois le truc pour y arriver. Et du coup, je me rappelle, c'était super compliqué d'associer cette pensée que nous, on avait à laquelle on avait envie d'adhérer, qui était le lean marketing, le lean startup, le MVP, etc., et la perception du développeur qui essayait de nous ramener peut-être sur une perception qui était juste, forcément biaisée, mais tu vois, qui était de nous dire, les gars, vous comprenez pas toute la complexité de ce que vous demandez à faire et surtout à quel point les différentes layers doivent être réfléchis en amont. Vous pouvez pas juste arriver et puis décider de tout chambouler. Peut-être que le no-code, c'est aussi une façon justement de réconcilier un petit peu le makers qui réfléchit à toute la complexité présente et future et le marketeur qui a tendance à jamais anticiper les difficultés techniques et à juste se dire attends mais si on fait ça on va trop pouvoir le développer, le lancer, monétiser comme ça, puis au pire on modifiera comme ça et ainsi de suite. Peut-être que le no-code c'est ça quoi, c'est la clé c'est de se retrouver sur le no-code pour développer des projets plus vite, les monétiser plus vite, les scaler plus vite, les itérer plus vite et ainsi de suite. Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est assez vrai. Moi, je vois deux choses. Ce qui est bien, c'est que je pense que pour créer un MVP, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un minimum viable product, mais c'est le produit minimal que vous devez faire pour arriver à vendre votre projet, votre idée. Ce que j'aime bien finalement dans les outils no code, c'est que ça va pouvoir rapprocher les développeurs et ceux qui ne le sont pas
sur un produit. C'est-à-dire qu'au final, si toi, justement, Kevin, tu fais juste du market, mais tu comprends pas ce que font les devs, bah, si tu te bouges un petit peu pour sortir un premier MVP en no-code, peut-être que tu vas comprendre aussi la difficulté, les problématiques que vont avoir les développeurs. Et du coup, aussi, ça peut s'installer une meilleure combinaison, une meilleure compréhension sur la suite du projet. Donc ça, je pense que ça peut permettre de rapprocher. C'est plutôt intéressant. Après, j'ai quand même une remarque à faire sur la partie MVP. Moi, je suis assez convaincu aujourd'hui que le domaine va aller beaucoup plus loin. En fait, je t'explique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de MVP pour le no-code. Le problème, c'est que si on réduit le no-code au MVP, j'ai l'impression que ça va vraiment rester un peu dans le côté, tu sais, genre start-up, on tente des trucs comme ça, je viens de sortir d'école de commerce et donc du coup, j'ai une idée à la Mark Zuckerberg, je fais un petit réseau social et ça va être génial. Euh, Ça serait vraiment très dommage que ça aille là. Donc, effectivement, après, tu peux avoir une vision B2B, une vision B2C. Je pense qu'on y reviendra par la suite sur nos prochains épisodes. Mais c'est des choses, je pense, qu'il va falloir vraiment distinguer. Et je pense qu'il faut progressivement sortir de cette notion de MVP pour arriver à se dire que les produits en no-code, ou en tout cas certains, et c'est peut-être l'occasion d'en citer certains, vont pouvoir être monétisés très très fortement. Tu vois, moi je suis assez convaincu que franchement du Shopify, bon c'est clairement du no-code, hein, tu gères pas ta partie serveur, c'est du drag and drop en front, tu installes des plugins si tu as besoin de quelque chose, globalement en 2 heures, tu as terminé de faire ta plateforme et tu peux le sortir. Je pense que tu aurais sûrement plein d'exemples à me donner de sites en Shopify qui ont généré un très 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 gros chiffre et qui se sont hyper bien revendus là. Je pensais à la sœur Kardashian, là, je sais plus comment elle s'appelle, la Kelly Jenner, bon bah qui a vendu son Shopify 100 millions. Alors peut-être que le Shopify, elle l'a fait développer vraiment par un développeur, mais globalement, elle aurait carrément pu commencer son projet sans le faire développer. Et ce qui a fait la force finalement de son business, c'est pas son projet no code, mais c'est parce que elle avait fait autre chose avant, c'est qu'elle avait créé une communauté. Ok. Exactement. Et Et ça, elle et l'a ça, je pense que c'est monétisé. plus important. Et elle l'a monétisé. Ouais, Et c'est ça exactement. d'ailleurs qui est intéressant dans la perception. Encore une fois, un choc de perception qui des fois fait qu'il y a un biais, alors qu'en réalité, est-ce qu'il existe vraiment? Euh, quand on reprend les bases et qu'on dit, bah, ton site Shopify, ton site, on bosse avec d'autres technos, tu vois, par exemple, on a un partenariat avec WheezyShop en France. On est en discussion avec une boîte qui s'appelle Easy One, avec Dr Tech, tout ça, c'est du no-code. C'est du no-code pour créer des petites boutiques, voilà. Mais étonnamment, c'est pas perçu comme du no-code, dans le sens où euh, tu ne crées rien d'autre que des choses qui existent déjà. Et moi, j'ai la sensation qu'il y a un peu ce décalage entre le no-code facile à monétiser qui, du coup, est un peu écarté de la notion de no-code, du style le Shopify. On sait tous gagner de l'argent avec un Shopify parce que finalement, on oublie que le Shopify est un projet no-code et on se focalise plus sur la recherche du produit, sur la gestion des fournisseurs, sur le référencement du Shopify, sur la publicité Facebook pour driver du trafic sur le Shopify. Et du coup, on oublie le côté no-code, mais en fait, c'est la même chose sur tous les projets. C'est-à-dire que quelle que soit la technologie et le projet que tu crées, au final, si tu réfléchis pas à comment tu vas le référencer, comment tu vas lui balancer du trafic payant, organique, peu importe, qui vont être tes clients, qu'est-ce que tu vas proposer en service, en produit, en machin, tu gagneras pas d'argent. Et j'ai un peu la sensation qu'aujourd'hui, bah c'est même certain, il y a énormément de Shopify qui décollent jamais, tu vois, qui sont créés et ensuite les gars ils essayent de les revendre alors qu'ils n'ont pas fait une thune avec. Mais Mhm. ça vaut quelque chose et ça se revend beaucoup en starter site, notamment aux US. Ça se vend un petit peu plus difficilement en France, mais en tout cas aux US, il y a des groupes entiers de gars qui vendent, de gars, d'hommes et femmes d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas juste dire les gars, parce que le note code, c'est, ça Pour les gars et concerne. les filles. Voilà, C'est pour tout le monde. exactement. Mais tu vois, il y a cette capacité immédiate à revendre un projet no-code type site internet uniquement parce que
les gens qui vont l'acheter voient le site internet. Ils voient pas projet no code. C'est pas marqué. D'ailleurs, il y a personne qui publie son site WordPress Ouais. avec 10 000 mots de contenu sur son site Shopify en disant j'ai monté un petit projet no code, tu peux le racheter pour tant. Non, tu dis j'ai monté un site. Et, et peut-être que le décalage, c'est justement de démontrer que no code, c'est juste une manière d'arriver à un truc, mais en fait, à la fin, qu'est-ce que tu vends? Tu développes une marketplace, tu développes un SaaS, tu développes une newsletter sur une base no-code, tu développes un site internet sur une base no-code, tu développes un job board sur une base no-code. Mais ce que les personnes vont acheter, si on parle d'achat au final, c'est pas une no-code, c'est le business. Donc, il faut revenir à cette question de comment tu fais de ton projet, que ce soit code ou no-code, mais là, on va rester sur le no-code, un vrai business qui génère du trafic et qui génère des thunes. Ok, bah du coup on peut carrément passer en fait sur peut-être les différentes manières de monétiser qu'on pourrait voir qu'on pourrait voir ensemble. Je fais juste un petit point, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit sur les plateformes par exemple américaines de revente de sites. Est-ce que tu as vu notamment des outils ou des types de sites internet qui se revendent mieux que d'autres? Parce qu'en fait, moi, je me dis, si aujourd'hui je t'achète un site internet, il faut que je connaisse un peu la techno. Tu vois, si je pars sur une solution, même si c'est no code, si jamais il n'y a pas une communauté derrière et que bah, c'est compliqué peut-être de le maintenir ou que la boîte, il y a 10, 15, 50 personnes, mais c'est pas encore un truc très très gros. C'est aussi le risque qu'ils arrêtent du jour au lendemain. Donc, est-ce que ça serait pas, est-ce que ça se joue beaucoup sur la capacité à maintenir le site par la suite? Je pense que c'est ce qui a fait le succès de WordPress. On y revient encore, mais c'est qu'aujourd'hui, au final, voilà, il y a peut-être ce côté un petit peu no-code, même si je pense qu'il y a des outils qui sont encore presque bien au-dessus, mais par contre, il n'y a personne qui a la communauté WordPress. Et aujourd'hui, si j'ai un problème sur un de mes sites WordPress, je sais que je vais trouver la solution. Ce qui n'est pas forcément le cas dessus. Est-ce que c'est une problématique qu'ont les acheteurs quand ils cherchent? Ouais, C'est certain, mais encore ce matin, on avait un appel avec un acheteur qui, je vais pas nommer les technos pour pas, parce qu'il il en disait un peu du mal, mais tu vois, qui cherchait à acheter un site qui était sur une techno no-code, on va dire, euh, et qui nous disait, non mais laisse tomber, moi je bascule immédiatement tout ça sur PrestaShop pour pouvoir remettre les mains dans le cambouis et l'optimiser. Euh, parce qu'il est dev, parce que ça peut être une ouais. volonté. Parce qu'il a D'accord, une ok. équipe de dev. Mais donc pour lui, c'était une perception de OK, en fait, ça c'est trop limité. Donc ça peut être une image. Et c'est principalement vrai sur des technologies no-code format CMS. C'est probablement moins vrai sur des technologies no-code dans lesquelles tu as un accès euh, plus poussé. Donc là, tu étais plus calé que moi là-dessus, mais tu vois, les CMS qu'on a pu évoquer tout à l'heure de création de sites e-commerce, par exemple, en réalité, ta capacité à aller vraiment upgrader le site, elle reste très limitée parce que c'est Hum, une technologie clé en main. Donc, c'est du no-code, mais c'est du clé en main et il n'y a pas beaucoup de personnalisation très avancée que tu peux faire. Alors qu'avec certaines technologies no-code, tu peux probablement aller beaucoup plus loin parce que tu auras plus de flexibilité, tu es peut-être propriétaire du code, enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. Et donc, c'est certain que la capacité à reprendre un business, elle est très importante. Et aujourd'hui, ça fait probablement flipper certains repreneurs un peu classiques qui sont très attachés à certains CMS avec lesquels ils sont très habitués à travailler. Et donc, par exemple, bah, chez nous, sur Dotmarket, clairement, les CMS phares, bah, c'est les mêmes que partout. Le ok. Shopify, ça va se revendre très facilement. Le WordPress, bien entendu, ça se revend très bien. Dès que tu rajoutes un peu de symphonie dessus, ah, du coup, c'est de nouveau un peu compliqué, et ainsi de suite. Et les projets no-code, ben, l'audience, notre audience en tout cas, elle est encore en phase d'éducation et de découverte. Ouais, Mais je pense que c'est ok. la réalité un peu partout. Mais après, tu posais la question des plateformes. Tu vois, j'en ai une sous les yeux là. Il y en a plein des plateformes. En France, on n'est pas beaucoup à faire de l'achat-vente de bise, donc en réalité, c'est très limité. Donc, il vaut mieux Ok. voir à l'international pour avoir des exemples concrets. Mais par exemple, à l'international, tu as Flippa qui accepte tout.
Tu as Empire Flippers qui est très focalisé sur des sites business existants. J'ai pas vu passer de projet no-code chez eux, mais sur une plateforme comme MicroAcquire qui se présente comme acheter des startups, là, tu as de tout. Tu as beaucoup de SaaS et du coup, dans les SaaS, tu as beaucoup de projets no-code. Mais même là, tu vois, c'est pas forcément présenté comme du no-code, c'est présenté comme un SaaS. Là où il y a une plateforme qui, pour moi, se démarque un petit peu dans sa mise en avant des projets, c'est indiemaker.co, où eux, vraiment, ils te présentent buy and sell side projects. Et dans la notion de side project, il y a un petit peu ce côté, bah, tu regarderas les projets. Il y en a une autre qui faisait ça, un site qui était spécialisé sur la revente de business à moins de 1000 $. Et énormément, j'essayerai de le retrouver, et énormément des sites qui étaient proposés là-dessus, en fait, c'était pardonne-moi l'expression, hein, mais des petits projets no-code, side project, qui avaient été développés par des makers et qui étaient revendus à état de monétisation zéro. En fait, c'était le MVP qui était revendu pour quelqu'un qui voudrait bosser dessus pour en faire un business, quoi. Et alors, du coup, en fait, c'est assez intéressant parce que ce que tu vends finalement, c'est quoi dessus? C'est la potentialité que le business il se développe. C'est peut-être des leads déjà existants parce que tu peux ne pas faire en fait tu peux ne pas faire de sous, mais possiblement avoir du lead, ou si finalement presque un business type agence. Bah, j'ai passé 4 jours dessus, mon taux journalier il est à 500 balles par jour, donc 4 x 5, 20. Donc, en gros, 2000 euros. Je te le vends à 2000 euros parce que c'est globalement ce que ça coûte sur le marché. C'est ça? Franchement, c'est un peu ça, hein. C'est la plupart. Je passais un moment beaucoup de temps là-dessus sur cette plateforme avec les projets. Je crois que ça s'appelait 1K Project d'ailleurs. Le nom me revient. 1K Project. Et je trouvais ça génial parce que je recevais très régulièrement des petites idées de projets à moins de 1000 $. Et je peux te dire que j'en ai vu pas mal où je me suis dit, ah, je pourrais le racheter, je pourrais le développer, j'ai des idées, j'ai machin, des trucs. Souvent, ce qui m'a bloqué, c'est que c'était sur des technologies que moi, je ne maîtrisais pas. Donc, je me disais, OK, cool idée, je vois ce que je pourrais en faire, mais en fait, ça va être trop galère, ça rentre pas dans mon cœur de compétences. Bah, mes vraies compétences, c'est SEO, monétisation. Par conséquent, même si je vois comment développer le business, ça ne veut pas dire que je suis vraiment capable de le développer. Et donc, j'en ai laissé passer pas mal comme ça, mais tu vois, il y avait des applications, il y avait des petites extensions pour Chrome, des widgets, des plugins pour plein de technos différentes, des job boards, des scripts. Enfin, tu vois, il y avait vraiment plein de trucs et tu Ça sens. passe mal qu'on se fasse une petite émission, genre on choisit 10 petits business comme ça et puis on se donne notre avis. On pourrait essayer un truc dans le genre. Carrément, carrément, carrément. Donc, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si les gars qui mettaient ces projets à vendre, ils avaient eu l'idée. Et franchement, dans plein de cas, je peux me tromper, attention, hein, mais tu vois, j'en ai vu passer plein où je me suis dit, c'est une super idée. Pourquoi le gars, il n'a pas développé? Pourquoi la nana, elle n'a pas poussé le projet? Et je pense que justement, bah, pourquoi? Parce que peut-être ils ont atteint la limite de leur kiff. Leur kiff, c'était j'ai identifié une petite faille sur le marché, hop, je développe un petit tool. Mais bon, par contre, la suite, peut-être j'ai déjà eu une autre idée cool et je vais développer l'autre truc, le Shiny Object Syndrome. Euh, ou peut-être juste j'ai pas les compétences et bah, je suis content de prendre 1000, 2000 balles sur la revente de mon projet à quelqu'un qui va le développer. Et No Code and Money, c'est finalement de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut vous fournir là, si tu es en train d'écouter, qu'est-ce qu'on peut te fournir pour dire, t'arrêtes pas au 1K Project. Si tu as une bonne idée, réfléchis à comment tu peux le monétiser parce qu'en fait, peut-être qu'il peut se vendre. Tu n'es pas obligé de le scaler finalement. Tu en feras un épisode sur le scaling d'ailleurs, parce que c'est une bonne question. Mais parce qu'en réalité, il y a quand même une fat différence avec pas forcément beaucoup plus de travail, à mon sens, hein, de passer de 1 à 10 ou 20 cas de valorisation. Quand tu as Ok. passé du temps sur l'identification d'une faille, que tu as trouvé la bonne idée, que tu as développé le tool qui fonctionne et qui peut se revendre pour 1000 ou 2000 balles, juste la techno, moi, j'ai tendance à penser que c'est super dommage de ne pas le vendre 10 ou 20 k qui serait à peu près le prix d'entrée. Tu vois, sur Dot Market, par exemple, on prend les business à partir de 20 k. Donc, on peut prendre cette base-là
20K, c'est en moyenne 1000 $ par mois, 1000 euros par mois pour revendre 20 000 euros. Euh, Donc là, tu parles, si je fais 1000 euros de MRR en fait par mois, ouais. du coup, potentiellement, j'ai un business qui vaut en moyenne 20 000 euros. Toi, t'imagines que C'est c'est à peu près exactement ça. ça. Ouais. Et en plus, souvent dans les SaaS, c'est des multiples un peu plus élevés. On pourra revenir sur ça dans une prochaine vidéo probablement, parce que sinon on va trop s'égarer aujourd'hui. Mais Ouais. tu vois, sur les SaaS, les marketplaces, etc., c'est souvent plus élevé que sur un site de contenu basique. Donc, si tu fais du 20, tu fais du 1K de MRR, tu peux effectivement probablement viser une revente entre 20 et 25K. Voilà. Donc la question, c'est comment est-ce que tu passes de ta bonne idée qui génère pas de business à une bonne idée qui génère finalement 1 à 2000 euros par mois. Et là, on n'est pas encore dans du scaling. Je dis même pas qu'il faut scaler de ouf. Je dis juste qu'il y a des acheteurs qui attendent les projets à 20K et qui ont les compétences de les faire monter et que c'est quand même vachement plus rentable de développer un projet puis de le revendre 20K que de le développer, de le revendre à 1 ou 2K ou de le laisser mourir. Alors, du coup, peut-être s'arrêter un petit peu ici. Bon, si on essaie de tenir l'horaire, il nous reste quoi, 20 minutes à peu près. Ouais. Euh, euh, L'idée, ça serait d'essayer de comprendre, en fait, si on doit démarrer un projet no-code, comment est-ce qu'on peut, on peut faire des sous avec. Donc, il y a plusieurs manières de s'y faire, mais comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Finalement, la technique, on verra pour la techno, on verra pour la techno après. Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Comment moi je m'y suis pris? Comment toi tu t'y es pris en fait sur tes projets? Je démarre en fait et notamment moi il y a deux points qui ont été assez fondateurs sur tous mes projets. Le premier en fait je pense qu'on vient du même monde donc c'est le SEO. Ok, ça c'était quelque chose d'hyper important. C'est pas quelque chose finalement qui est si inabordable que ça, parce que effectivement, tu vois pas mal de, je trouve qu'on voit pas mal de littérature pour quelqu'un qui est néophyte et qui s'y connaît pas. Tout de suite, si on parle de crawling, bon, bah, ça peut peut-être faire un peu peur et puis ça ressort sur quelque chose de technique. Finalement, C'est le probablement SI, plus facile d'apprendre le SEO que le no-code, hein. bah, Je je pense, pense hein. qu'en tout cas, les premières Ouais. bases carrément, et surtout, il n'y a pas besoin d'être particulièrement technique, en tout cas, pour arriver à référencer des premiers sites et en faire des business. Alors, on ne parle pas de faire du Amazon ou du Cdiscount ici, on parle juste déjà de business qui font entre 20, 30, 40 ou 100 k et qui sont déjà finalement des beaux business. Donc, je pense que le SEO a été assez fondateur. Moi, avant de rechercher un business, je fais une vraie recherche de mots-clés. Alors, je sais pas trop les outils que toi tu utilises. Moi, je sais que j'utilise pas mal Keyword Finder. Alors, c'est Ouais, pareil. kwfinder.com. Franchement, ils sont pas trop chers. Alors, c'est sûr que c'est peut-être moins professionnel que du Ahref ou du SEMrush, mais pour le coup, c'est quelque chose qui est plutôt bien qualitatif. Et en fait, la plupart de mes sites, j'ai tous réussi à les porter dans dans les premières pages de Google sans problème, juste en suivant la méthodologie en fait qui est bonne. Alors, je pense que si on nous emmène si on part sur la méthodologie SEO, là, on va carrément dépasser. Donc, on fera un épisode sur le SEO complet si ça vous intéresse. Donc, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses qui est hyper importante, mais qui est pas forcément facile à faire, c'est créer une communauté sur votre produit. Alors toi, je sais pas si tu l'as toujours fait sur tes projets. Moi, j'ai toujours eu à cœur en fait de partager à fond ce que j'étais en train de faire, ce que j'apprenais et finalement le donner, de découvrir des gens en fait autour et d'essayer de parler de son produit pour l'améliorer au fur et à mesure avec la communauté. Et je pense que ça, c'est vraiment un des trucs qui est probablement un peu oublié. C'est-à-dire que si vous avez le meilleur produit du monde, hyper bien codé, développé, qui est hyper beau, mais qu'on ne vous voit pas parce que vous n'êtes pas référencé, que vous n'avez pas les bons mots-clés, finalement peut-être pas la bonne cible et potentiellement pas la bonne communauté, bah finalement, ça va être quelque chose sur lequel vous aurez eu un beau produit, mais ça ne fait pas sens par rapport au marché.
et du coup, vous ne pourrez pas le monétiser. Mais que ça soit une monétisation réelle, c'est-à-dire un achat direct sur le site, ou potentiellement même une revente. Donc moi, je sais que quand je démarre en tout cas un business, je pense à ça dans un premier temps. Mais je sais qu'après, on peut peut-être parler des ads rapidement. J'ai un peu moins touché à ce domaine-là, mais voilà, moi c'était vraiment deux domaines. Et est-ce que tu partages un peu ça? Est-ce que tu as d'autres tips en fait à partager un peu sur la monétisation ou ton mindset quand tu démarres un projet? Ouais, non, mais je suis 100% d'accord avec ça. Et en fait, ça va peut-être être un petit peu relou à entendre. Tu vois, on est censé parler de no code, mais en fait, no code, pas no code. La base, c'est toujours la même. C'est-à-dire identifier un marché, identifier un problème à résoudre, identifier un besoin auquel répondre et proposer quelque chose. Et finalement, il y a peut-être, tu vois, une capacité, je vais dire innée, c'est peut-être exagéré, tu vois, mais moi, j'ai la sensation qu'il y a cette capacité un peu innée chez les makers à identifier des idées cool. Et très souvent, c'est des projets qui répondent à un vrai besoin. Attention, il y en a, hein, il y a aussi des projets qui sont juste fun et qui répondent pas forcément à un vrai besoin. Mais tu vois, par rapport à un marketeur qui peut-être va réfléchir un peu trop, études de marché, potentiel de ci, potentiel de ça, moi j'ai la sensation par rapport aux makers à qui j'ai pu parler ces dernières années qu'il y a cette sorte de capacité, tu vois, à trouver une idée et putain, l'idée, elle répond en plus à un besoin. C'est juste que une fois que l'idée elle est développée, bah il y a plus personne pour l'amener plus loin. Et c'est là que tu reviens à des bases qui sont ultra importantes. Euh, une fois que tu as identifié le besoin, bah, il faut réfléchir canaux d'acquisition. Il faut réfléchir comment tu vas driver des gens qui vont souscrire à ton projet. Et donc, bien entendu, moi, ça a toujours été le SEO. J'ai fait très peu d'ads, mais c'est très adapté, surtout quand tu es sur un modèle avec peut-être du recurring, peut-être du sponsoring, des choses comme ça. Tu peux très facilement aller mettre un petit peu un budget ads sur une bonne landing page pour tester. D'ailleurs, c'est le principe en général du MVP, hein, Ouais. de créer une landing ou de créer un minimum viable product et d'envoyer de l'ads dessus pour voir comment les gens se comportent, voir sur quelle offre ils vont cliquer le plus, voir jusqu'où ils vont dans ton tunnel de vente pour l'optimiser. Donc, on revient toujours à cette question du canal d'acquisition. Euh, le SEO, c'est garanti. Le SEO, ça met du temps. Donc, c'est certain que c'est peut-être là qu'il peut y avoir un décalage aussi entre l'envie d'un maker de voir les choses se dérouler très vite et celle d'un marketeur qui, bah, notamment quand tu es issu du référencement, où maintenant tu sais que concrètement, tu ponds un truc et puis rendez-vous l'année prochaine pour récolter les premiers fruits. Quand tu es un maker, tu n'as pas envie d'attendre un an. C'est pareil en SEO, les black hats. J'ai un pote qui est 100% black hat. Chaque fois qu'on parle de white hat, il me dit, mais mec, comment tu fais pour attendre 6 mois pour qu'un site rapporte? Moi, il faut que ça rapporte dès demain si j'ai une idée. Bah, un maker, c'est un peu pareil, j'ai la sensation. Il y a cette volonté de, c'est all-in et c'est right now. Donc SEO, Et, c'est un truc qu'il faut garder en tête, mais c'est sûr que ça met plus de temps. mais je pense par contre que c'est quelque chose que c'est probablement des business différents et tu pourrais peut-être me donner ton avis sur les reventes ou les monétisations. Quand tu crées une communauté ou quand tu fais du SEO, finalement, le profit de la personne qui crée ce genre de business, c'est une personne qui s'inscrit dans un temps long. C'est pas Ouais, possible que ça se fasse du jour au lendemain. non, Mais ça vaut potentiellement, beaucoup c'est plus cher. payant. Moi, comment? Et ça vaudra beaucoup plus cher. Et ça vaudra beaucoup plus cher parce que moi, je pense que finalement, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, je vais essayer finalement sur cette requête qui est en train de monter, de me faire un peu une place au soleil, mais un peu solide. Je construis une grosse maison et cette Ouais. maison, elle est un petit peu indétrônable. Donc, le problème, c'est que ça va prendre pas mal de temps. À l'inverse, mais ça vaudra probablement pas mal à l'arrivée parce qu'au final, la personne qui va le reprendre se dit, bon, ok, du jour au lendemain, on va pas me ban, c'est plutôt bien et surtout, ça me coûte rien d'acquérir mes leads. Ça, c'est hyper important. Est-ce que, par contre, à l'inverse, en ads, moi, si je te fais un site aujourd'hui qui commence déjà à bien envoyer en ads, c'est potentiellement des choses qui peuvent être intéressantes ou pas. Parce que ben, la stratégie de OK, je veux tout de suite maintenant, bim, je dépense dans les ads, en vérité, ça peut être aussi une stratégie gagnante. Ouais, c'est sûr. Alors, juste pour finir sur le SEO, quand même, il y a un Ouais. point à prendre en compte. Tu as parlé de long trend tout à l'heure. Il me semble, ou alors j'avais tellement le mot long trend en tête qu'il revient maintenant.
On y Mais a pensé. ouais, quand tu développes un projet no-code niché qui répond à un besoin très spécifique, de base, tu es sur de la longue traîne. Et en fait, la longue traîne, si tu mixes longue traîne et intention commerciale, tu peux très vite avoir du trafic ultra qualifié et tu Ouais, n'as pas besoin carrément. de 10 000 visites par mois sur ton site pour que ce soit un business qui tourne. Si tu réponds à un truc très précis et que tu as le bon produit, le bon service, que tu as bien bossé la transformation, la conversion, euh, et ben finalement, avec très peu de trafic, tu peux convertir des utilisateurs et commencer à générer du profit. Alors peut-être que c'est du one shot. C'est sûr que si c'est du recurring avec un modèle de MRR derrière, c'est top parce que ça veut dire que ça prend immédiatement de la valeur. Et pour transiter sur les ads, ben justement, si tu fais de l'ads qui renvoie vers du one-time payment, la valeur perçue au rachat sera pas la même que si tu fais de l'ads vers un projet qui a du recurring. Parce que finalement, si je suis un investisseur, c'est pas grave. Si tu m'as prouvé que le business il fonctionnait avec de l'ads et que je rachète non seulement un business qui plaît, mais qui en plus a des clients récurrents, finalement, j'ai quand même un business qui rapporte mensuellement du profit. Et à moi de continuer les ads et de trouver d'autres canaux d'acquisition pour venir récupérer une audience et faire grossir mon audience. Mais c'est totalement différent que de racheter un business. Par exemple, si tu rachètes une boutique Shopify qui est 100% en ads, t'arrêtes les ads, il n'y a plus Mhm. rien. T'arrêtes de Ouais. vendre le produit, le business, il vaut rien du tout. À l'inverse, tu rachètes un SaaS avec 500 clients qui payent 20 balles par mois et 100% de l'acquisition a été faite en ads parce que le business est encore un peu jeune et ainsi de suite. Tu pètes les ads, tu sais pas comment les reprendre, tu mets un petit peu de temps à optimiser ou tu décides de les couper, c'est pas Ouais. grave. Après, il faut analyser le churn, etc. Bien entendu, il Ouais, faut bien pas sûr. faire un business où le churn il est de un mois ou voilà. Mais potentiellement, tu peux racheter un business et te dire, OK, bah, en fait, la durée de vie de mon client, elle est de 6 à 12 mois. Il n'y a aucun problème à le racheter maintenant et à trouver les stratégies d'après. Et tu as parlé de la partie communauté. Moi, j'ai jamais développé de business avec cette approche-là. Quoique, Dot Market, très communautaire. Ouais. La techno, c'est pour ça que je la cite pas, pourrave en SEO. Malheureusement, les cordonniers les plus mal chaussés, tu vois. Mais bon, on modifiera tout ça dans le futur. Mais tu vois, c'est une place de marché qu'on a bâti vraiment beaucoup sur une approche communautaire avec la newsletter, avec les réseaux sociaux, avec le bouche à oreille, avec beaucoup de temps passé au téléphone avec les personnes, les forums et ainsi de suite. Donc c'est une communauté aujourd'hui qui soutient le développement de notre market beaucoup plus que tout le reste puisqu'on n'a pas de SEO, pas de pub et, bah, pas de SEO et pas de pub, concrètement. Mais il y a un mec que j'aime beaucoup qui développe onewords.domain. Il s'appelle Ouais. Steve. Et en fait, il y a beaucoup de mecs qui font ça sur Twitter que je suis, mais lui, j'aime bien, on a déjà souvent échangé sur ses projets. Et tout est développé en direct. Et franchement, je kiffe son approche parce que je pense qu'en SEO, son site, il est encore trop jeune pour générer du trafic. C'est un site pour acheter des noms de domaine en un mot. Ultra simple. Ça répond à des besoins ultra basiques, mais c'est kiffant quand tu es un SEO de trouver des noms de domaine en un mot. Genre, tu peux aller Normal, acheter ouais. manger.io, manger.blog. Voilà, tu peux trouver vraiment des noms de domaine assez cool. Et Il partage un peu ses chiffres ou pas? euh, Ça marche ou il ouais, démarre? ils partagent plus des chiffres un peu tech. Tu vois, ils partagent le nombre Ok. de recherches qui ont été faites, ils partagent le nombre de hits, d'appels ressources, enfin, des trucs qui me dépassent parfois un petit peu pour être franc. Ils partagent pas réellement la partie monétisation à ce stade, ou alors je l'ai pas vu passer, hein, peut-être qu'il l'a fait. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que probablement qu'aujourd'hui, la plupart de ses clients, c'est sa communauté. Et ça, ce serait un petit peu plus difficile à revendre aujourd'hui. Mais pourquoi ce serait un peu plus difficile à revendre? Parce que si tu rachètes son business et que lui disparaît, bah, il faut être capable de continuer à développer. Deux, il faut avoir une force de frappe sur la communauté SEO parce que c'est quand même une communauté SEO qui souscrit à ses services. Mais quand même, il y a du recurring. Donc, tu vois, tu pourrais, peut-être que son business se vendrait pas à un multiple super élevé parce que très dépendant de sa personne. C'est lui qui a tout codé, c'est lui qui communique. Mais par contre, les clients payent en recurring. Je crois que c'est de l'annuel. Donc en plus, c'est pas mal. Alors, l'annuel, malheureusement, ça permet pas trop
d'analyser le churn sur un SaaS, alors que le monthly te permet d'avoir un peu plus de statistiques et de voir le vrai comportement des utilisateurs, le vrai usage. Mais en tout cas, il y a des clients récurrents sur son business. Ça répond à un besoin ultra précis et c'est 100% basé sur sa communauté. Et là, je pense qu'il a eu des clients du coup depuis le début. C'est-à-dire que dès Ouais, mais qu'il du a… coup, ce que tu dis, c'est que c'est un peu choix à revendre parce que si moi je vais acheter son business, demain je suis obligé de lui racheter son Twitter en fait et de faire course chez lui. Ouais, ça c'est exactement. Ça c'est un peu plus dur. C'est pour ça que l'aspect communautaire, il a ses avantages et il a ses inconvénients. Mm. L'avantage, c'est que tu peux très vite obtenir du résultat grâce à ta communauté. L'inconvénient, c'est que pour la personne qui reprend le business, euh, c'est pas rare qu'ils aient besoin de compter sur toi pour poursuivre un petit peu la communication ou la transition ou quoi que ce soit, tu vois. Et il y en a pas mal, hein, des makers qui lancent avec leur communauté. Derrière, c'est racheté. Exploding Topics, par exemple, Ouais. euh, qui a été racheté par Brian Dean, mais il a racheté le fondateur Il y a une avec. newsletter au passage, hein, si ça vous intéresse, c'est assez cool comme newsletter. Tu peux peut-être nous dire un peu plus ce que c'est, peut-être que tout le monde connaît pas forcément Ouais, Exploding Topics. c'est un site qui permet d'identifier les tendances qui sont en pleine explosion. Et ils ont une version gratuite où tu peux voir, alors c'est 100% no code, hein, c'est basé sur l'historique de la de Google Trends pour identifier, et après c'est croisé avec quelques autres trucs pour identifier des recherches qui partent à la hausse de manière stratosphérique et identifier, OK, ça c'est en train d'exploser. Et dans la version payante, ça te permet de faire un petit, ils font plus du prévisionnel. C'est-à-dire, leur Ouais. promesse, c'est de dire, on arrive à détecter 6 mois avant un mot-clé ou une tendance qui va exploser. Donc c'est top. Et le gars qui a monté ça, c'était un makers. Ça a été racheté par Brian Dean, mais ils font équipe ensemble. Si tu vas sur le site, tu verras que les deux sont mis en avant. C'est pas Brian Dean qui a take over et il a dégagé tout le monde. Ouais, ok. Il a bien compris en rachetant qu'il avait tout intérêt aussi à garder le cerveau et garder probablement la communauté du gars et garder son réseau et ainsi de suite. Donc, c'est Ouais. des choses à prendre en compte. Sur un truc comme ça, c'est un peu particulier parce qu'au final, il aurait pu quand même, finalement, si tu dis que c'est basé un peu sur la Search Console, il aurait pu carrément en fait le faire soi-même. Puis sa communauté, enfin, du coup, moi, je suis abonné aussi à sa newsletter. Finalement, à moins que ça soit vraiment brandé sur lui, au final, il n'était pas obligé de le garder en vrai. C'est vraiment un truc qui a fait partie du deal, tu crois? Ouais, bah, c'est difficile de savoir. Est-ce que c'est parce que Brian Dean souhaitait avoir quelqu'un de ce calibre dans son équipe? Est-ce que c'est Hmm. parce qu'il avait personne qui pouvait reprendre le business? Est-ce que peut-être juste le vendeur ne souhaitait pas vendre 100% de ses parts Ouais, et aussi. ça faisait partie du deal, je te le vends, mais tu me gardes avec. Il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas, c'est certain, pour revenir au débat de concrètement comment tu lances et comment tu gagnes de l'argent, il nous reste 3 minutes en plus. Voilà. On Trop de essaie- pression là, c'est vrai. Si tu veux revenir aux bases de comment tu gagnes de l'argent, ça va être un peu notre conclusion, hein, et peut-être en conclusion, on pourra peut-être ouvrir le débat sur quel Sur type de d'autres sujet sujets, on ouais. peut aborder. Mais si on veut conclure sur concrètement comment tu veux gagner de l'argent avec un projet no-code, moi j'ai envie de dire de manière très basique, bah, réfléchis comme si c'était un projet pas no-code. On s'en fout que ce soit no-code ou pas no-code, c'est les mêmes problématiques, ça va être les mêmes canaux d'acquisition, c'est juste la réalisation du projet qui va varier. Ok, bah enfin, j'ai pas trop de choses à dire finalement en plus sur la manière de faire du business, mais on va dire presque le no-code, c'est presque la cerise sur le gâteau. C'est, ah, j'aimerais bien faire un truc un peu compliqué techniquement. Mince, il va me falloir un développeur. Ah non, tiens, justement, il y a peut-être un outil qui va permettre de me le faire et de monter en tout cas à minima un premier produit qui a du sens dessus. Finalement, est-ce que le no-code, ça serait pas la cerise sur le gâteau business? C'est ça, c'est plus vite, plus facilement, moins cher, mais Hmm. ça remplace pas la nécessité d'identifier le bon marché et de driver du trafic comme tu le ferais avec n'importe quel autre projet et d'identifier tes modes de monétisation comme tu le ferais avec n'importe quel autre projet. Trop cool. À la limite, si on parle juste des différents sujets, puisque bah, là, c'était vraiment, on va dire, une phase d'introduction pour vous présenter un petit peu le projet qu'on avait envie de sur lequel on avait envie de vous parler avec Kevin. Les prochains sujets qu'on va aborder, on va parler pas mal bah, forcément des outils.
des types de business qu'on pourrait lancer, des monétisations qui sont possibles, donc avec quel type d'outils, comment faire ça, où revendre, comment revendre et pourquoi peut-être ces business ne sont pas revendables, quel type de métriques il faut avoir. Je pense que c'est un peu toutes les questions qu'on voudrait aborder. On s'en est donné plusieurs, mais si jamais vous avez d'autres sujets, bah, n'hésitez pas en fait à nous en faire part. Vous nous écrivez en fait, vous allez trouver en fait sur nos LinkedIn, on est très preneurs. On va parler aussi newsletter quand même. On a tous les deux une newsletter. Comment est-ce qu'on monétise ça? Je pense que c'est un peu aussi une tendance 2020-2021. Tout le monde lance un peu sa newsletter, mais pas forcément monétisable. Je pense qu'il y a quand même un bel épisode à faire dessus, vraiment très très sympa. Peut-être pas tous les deux, peut-être même qu'on pourrait inviter quelqu'un d'autre en plus qui a une newsletter qui peut monétiser. Pourquoi pas? Ça pourrait être un peu cool. Et puis bon, il y a eu quand même des beaux sujets. Et puis peut-être aussi un épisode quand même sur le SEO. Comment est-ce que nous on a fait, peut-être les projets qu'on a pu revendre, etc. Peut-être pour un épisode peut-être un peu plus intimiste ou je sais pas, ou quelque chose de peut-être un peu plus technique, pour partager un peu nos meilleures pratiques sur le sujet, parce que ça bouge un peu, mais au final quand même des choses qui restent un peu. Donc voilà, c'est un peu les choses qu'on avait en tête. Tu vas rajouter peut-être d'autres types de sujets. Bah, on va essayer de faire des case studies aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça Ouais. pourrait être intéressant de prendre des projets no-code, voire même de les comparer avec des projets qui sont pas no-code pour montrer un petit peu quelles ont pu être les différences, la vitesse de croissance. Voilà, on verra si on arrive à en trouver. Hein. On s'avance un petit peu là sur tous les sujets qu'on pourra aborder, Ouais. mais c'est l'idée. Ça serait pas mal aussi de parler levée de fonds peut-être. Ça, c'est peut-être, Ouais. tu vois, sur la partie scalabilité, parce que là, on a beaucoup parlé de tu montes ton projet et tu le revends tout de suite, ou tu montes ton projet, tu le développes un petit peu, tu le revends. Mais en réalité, il y a aussi du projet no-code qui peut grossir très vite et qui peut La passer levée de fonds, ouais. de la levée de fonds, de la scalability, etc. Donc, voilà, mais non, pour le reste, tu as tout dit et très cool. Super. Bon, bah, on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure. On a plutôt tenu le timing. Écoute, c'était hyper cool. J'espère que pour ceux qui auront, qui vont regarder ça, qui vont nous écouter, vous aurez trouvé ça sympa. N'hésitez pas à écrire donc sur LinkedIn de Kevin, sur mon LinkedIn à moi, sur Milan. Et puis on pourra continuer à échanger dessus. On va essayer de se garder une petite régularité aussi avec Kevin pour publier ça. Donc que ça soit en audio ou en vidéo. Donc on va vous en faire part en fait assez rapidement. Et puis j'ai envie de dire à très vite. Allez, à très vite, Milan. Ça marche. Allez, à plus. Bye.